tout se passe, tout s'efface. C'est comme la vie. Journaliste. On s'est rencontrés à Épinal dans un café associatif où tu présentais, en fait, tu es réalisatrice et tu présentais ton film Germaine, Goliath et moi. Goliath, Germaine et moi. Ah, Goliath, Germaine. Dans le sens qu'on... Dans le sens qu'on veut. Ton film m'a interpellée. Hein, et à la fin, je t'ai proposé cette rencontre chez toi, je te remercie, on en reparlera de ces deux, parce que je trouve que ta parole a aussi toute sa place sur ma chaîne. Voilà, donc j'avais envie de commencer sur beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce film Ces images ont été tournées dans le jardin de Germaine, à Königshofen, à peine 2 km du centre de Strasbourg. Je rencontre Germaine en 2005, sans me douter que nous traverserons ensemble les luttes majeures du XXIe siècle, et qu'ensemble, il nous semblerait plus facile de débusquer Goliath. Soutenez le peuple! Soutenez le peuple! Et pas les multinationales! Les escrocs de la finance! Elle avance à son nez! Faites une pause, on n'arrive pas à avancer. On est à Saint-Denis. Le président. Bonjour alors! Tu prends ton cannabis? Oui, heureusement. Il y a une manifestation dans les prochains jours? Je ne sais pas, regarde sur Internet. Alors, quel est le projet? Le prochain projet, c'est ce qui m'intéresse. Prochain projet de quoi? La prochaine vérité, il ne faut pas les laisser tranquilles. Naruto qui reprendra le flambeau avant que Goliath ait le dernier mot. Qui reprendra le flambeau en guerre. La bête de l'événement est là. Qui reprendra le flambeau. Elle arrive. Ça les arrange pour calmer le peuple. On a jamais vécu ça pour l'instant, on va voir. C'est pas une petite révolution, tu vois. Et là, c'est un film documentaire. Donc c'est un film de cinéma. Et c'est une histoire d'amitié entre Germaine, qui a à l'époque du film entre 89 et 93 ans, et moi, qui l'ai rencontrée en 2005, donc il y a 20 ans. Et on a eu une grosse histoire d'amitié toutes les deux, parce qu'on est toutes les deux très, très intéressées, très concernées par tout ce qui se passe au niveau politique. En réalité par l'environnement qui nous entoure, mais qui est déterminé par les choix, les décisions politiques. Et donc notre questionnement à toutes les deux, c'est une quête de vérité, on est vraiment intéressé de savoir, de découvrir qu'est-ce qui fait réellement les décisions politiques. Qui sont vraiment les acteurs qui comptent et qui décident, qui nous imposent des choses. Et donc c'est comme ça qu'a émergé la figure de Goliath, qui est voilà, ce qui nous intéresse toutes les deux, qui est ce point commun, cette quête de vérité, et voilà, ce personnage qui décide réellement derrière les gouvernements, qui ne sont pas les réels décideurs d'après moi. Il y a cette figure, on va dire souterraine, qui serait ce Goliath, qui serait cette espèce de golem qui recentrerait autour de lui, un peu comme dans la mythologie, tous ces acteurs qui sont inconnus du grand public et qui prennent les décisions politiques. Et là, à chacun de faire ses recherches. Chacun de faire ses recherches. Moi, c'est toujours une question qui m'a concernée. Donc, avant que je rencontre Germaine, je venais d'achever
mes études de sciences politiques, différentes matières, histoire, philosophie, doctrine politique, voilà, qui permet d'avoir un regard sur tout ce qui se passe. Et puis j'ai fait aussi en parallèle beaucoup de recherches. Grâce à la fac, j'ai découvert un intervenant qui habitait à Lyon aussi, où j'ai fait mes études, qui s'appelle François-Xavier Verschave, qui a été une source d'inspiration pour ses recherches aussi, parce que lui, il a écrit beaucoup d'ouvrages sur ce qu'on appelle la France-Afrique. Donc le trafic justement sur le plan politique qui permet de détourner les fonds publics qui sont en fait destinés normalement, qui sont votés pour aider les pays en voie de développement, les pays pauvres, sont en fait détournés pour acheter des armes, pour pouvoir garder la main sur des matières premières et que certains acteurs souterrains de la vie politique française puissent récupérer ces commissions ou cette mainmise sur les matières premières grâce à des connexions aussi avec certains gouvernants et certains acteurs souterrains des pays, donc des pays africains comme le Gabon, le Cameroun, qui ont du pétrole, des mines de diamants, des choses comme ça. Donc c'est à travers l'histoire entre la France et ces pays en développement que j'ai découvert la dimension souterraine de la politique. Donc c'est quand même grâce à l'université que j'ai pu mener ces recherches, non pas grâce au cours directement, mais par un concours de circonstances. Ça t'a amené à faire tes recherches, et c'est là que tu as eu cette envie. Et donc cette envie de faire un film au travers de l'histoire, tu m'as demandé qu'est-ce que tu en as ressorti de ce film, hein. Moi je t'ai donné ma réponse, que je vais vous donner. C'est le fil conducteur entre Germaine, une génération, toi, qui est au milieu, et tous les jeunes, puisque en fait Germaine, elle doit bien qu'elle fasse son flambeau comme elle est à la fin, effectivement, elle a 94, donc peut-être pas 93. Ouais. Et ce qu'elle veut, ce qui l'anime le plus, c'est que les jeunes reprennent le flambeau et qu'ils continuent à ne pas accepter ce monde-là et qu'ils créent un nouveau monde, ce qu'on essaye de faire tous ensemble. Et donc ce film, moi, c'est ça que j'ai trouvé merveilleux, de génération au milieu, et puis ces jeunes qui vont reprendre le flambeau, non pas être réac à tout prix, etc. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ne pas avoir son libre arbitre et être capable de dire non, ça je n'en veux pas, et je ne souhaite pas vivre comme ça. Oui, parce que normalement en démocratie, le peuple est souverain, et comme on s'aperçoit que souvent c'est pas le cas, donc il y a eu un certain nombre d'affaires, parce que là je viens de décrire le concept général de Goliath, mais bien sûr Goliath on le démasque grâce à certaines affaires, certains dossiers. Donc Germaine et moi on s'est rencontrés dans un cortège qui défendait les droits de la Palestine, en tout cas qui voulait encourager des positions qui allaient dans le sens de la paix entre Israël et Palestine. Après, je l'ai retrouvée chez elle quelques années plus tard, autour de l'année 2009. Il y avait l'affaire notamment des subprimes, donc aussi l'affaire du virus H1N1 et des vaccins qu'il y a eu à cette époque-là. Ensuite, en 2018, j'ai retrouvé Germaine parce qu'il y a eu l'affaire du GCO, c'est-à-dire Grand Contournement Ouest. C'est un contournement... Juste une parenthèse. Quand tu dis je l'ai retrouvé, c'est en manif. Hein. On a oublié de préciser que Germaine, son leitmotiv à elle, sa pierre à l'édifice, c'est d'être de toutes les manifs. Hein, c'est ça. Voilà. Et c'est ça qui a fait que vous vous êtes retrouvés. Elle a commencé en fait, elle a beaucoup manifesté, a beaucoup fréquenté des associations comme la Confédération Paysanne ou Attac dans les années 90 au moment de sa retraite. Parce qu'elle elle a eu des magasins, c'était une petite commerçante, donc elle avait une vie professionnelle très prenante. Et même si elle a toujours été concernée, elle n'a pas pu s'investir comme elle le voulait pendant sa vie active. Donc au moment de sa retraite, elle a commencé à beaucoup manifester. Je l'ai rencontrée une dizaine d'années après ça. Voilà, donc on s'est rencontrés en 2005, je la revois chez elle en 2009. On continue un peu nos vies en parallèle en se donnant des nouvelles, mais en se fréquentant un peu moins. Et tout d'un coup, en 2018, je la vois qui fait la une de la presse locale parce qu'elle est devenue l'égérie de la lutte anti-GCO, c'est-à-dire de la lutte qui a essayé d'empêcher ce projet d'autoroute autour de Strasbourg. En ce moment, on parle par exemple beaucoup du projet de l'A69 qui veut relier Toulouse à Castres par une nouvelle autoroute, alors qu'il existe déjà des infrastructures et des routes qui relient c'est du même acabit. En général, c'est les mêmes protagonistes, dont la multinationale Vinci, par exemple, qui est le maître d'ouvrage de ces différents projets. On a même trouvé une étiquette pour parler de ces projets qui est les grands projets inutiles et imposés. Parce qu'ils ne sont pas nécessaires à la population, c'est pour ça qu'on conteste qu'ils sont d'intérêt public. Parce qu'en fait, la déclaration d'utilité publique permet ensuite au gouvernement de passer, et donc au projet, et donc à Vinci par exemple, et à ceux qui conduisent l'ouvrage, de contourner certaines lois, par exemple des lois d'environnement qui ne permettent pas qu'on porte préjudice à des espèces qui sont protégées, qui sont déjà en voie de disparition, qui
permettent pas normalement qu'on porte préjudice à des zones, comme on dit, des zones humides. C'est des zones en fait où il y a beaucoup de biodiversité et il y a des environnements qui sont les uns à côté des autres et qui permettent qu'il y ait cette biodiversité, qu'il y ait beaucoup d'espèces qui se côtoient et qui permettent que les espèces restent nombreuses. Il faut tout un paramètre environnemental. Voilà, toutes ces lois sont contournées grâce aux déclarations d'utilité publique du gouvernement de décret. Pour l'apprécier pour la plupart contre l'avis de la population, contre l'avis des organisations gouvernementales qui sont composées d'experts et qui sont faites pour donner un avis après avoir étudié le dossier, après avoir étudié quel est le projet de route, est-ce que vraiment la population a besoin, quel est le climat des impacts. Là, il y a ces organisations qui font partie de l'État qui ont un avis consultatif pour travailler pendant 3 mois, pour étudier pour le cas du Ouest Strasbourg. Il y a eu 7 organisations gouvernementales qui ont dit que l'impact environnemental serait trop et malgré ça, tout ça, c'est un ou deux indices parmi toute la liste d'indices qui montrent que le gouvernement a fait ça contre l'avis de la population, contre le bon sens et même contre l'intérêt général, parce qu'aujourd'hui c'est pas la population qui bénéficie de cette route. Il y a toujours autant de bouchons à l'entrée et à la sortie de Strasbourg en début et en fin de journée. C'est par contre le transport de marchandises qui transite par ces nouvelles routes et notamment par la France pour desservir le nord et le sud de l'Europe en passant donc par l'Alsace, par ce maillon. Puisque les Allemands, eux, ont mis une écotaxe qui ne permet pas aux camions qui polluent beaucoup de circuler sur leur route. Voilà, et là, donc, les associations ont dénoncé le fait qu'on aurait très bien pu faire passer ces marchandises par le train, etc., par les voies fluviales, par des voies qui sont... Voilà, donc tout ça, c'est l'histoire de cette autoroute, et l'autoroute m'a permis quand même de retrouver Germaine, parce que dans toute chose, il y a des aspects négatifs et des aspects positifs. La Germaine, c'était un peu son heure de gloire de militante. À 90 ans, elle était là le jour où ils ont expulsé la ZAD, parce qu'il y a eu quand même une ZAD comme à Notre-Dame-des-Landes où des jeunes des jeunes et des moins jeunes, mais surtout des jeunes se sont mobilisés pour s'installer dans la forêt, vivre dans la forêt jour et nuit, pour pouvoir être là et alerter au moment où les machines de Vinci viendraient commencer les travaux. Quoi. Et effectivement, ça s'est passé comme ça, ils ont alerté. D'ailleurs, en 2017, ils ont réussi une première fois à repousser les machines et à faire reculer le projet d'un an. Et quand les machines sont revenues en 2018, en fait, voilà, c'était avec 500 CRS pour repousser les opposants qui étaient là pour empêcher le début du projet, le début du chantier. Et parmi eux, il y avait Germaine, qui a 90 ans, elle était là, donc c'était remarquable, effectivement, et c'est pour ça que ça a quand même, grâce à elle, ça a quand même un petit peu, l'information a quand même percé dans la presse locale. Grâce à elle, elle a contacté des opposants aussi. Et donc là, je me suis dit, ça a renoué nos liens, et je me suis dit que, du coup, en la voyant, je me suis dit que j'avais manqué un wagon de cette histoire d'autoroute. En fait, j'en avais entendu parler, il y a même des amis qui m'avaient dit de venir à la ZAD. Et comme je ne m'y suis pas trop intéressée, j'ai été perméable à la propagande ambiante, qui disait que ça allait délester les bouchons pour des plans en fin de journée. Et donc, je ne me suis pas rendu compte de la gravité de la situation. C'est après coup, une fois que le chantier avait commencé, que j'ai retrouvé Germaine et que j'ai commencé à embrasser des choses aussi. Et où j'ai démarré en rupture de film. On disait en off à Lydie qu'effectivement, sur tous les combats, là en fait tu balayes tous les combats politiques dans le film au travers de Germaine, mais en fait la plupart d'entre nous, on a fait un focus sur un événement, mais pas les autres. Oui, chacun va être plus sensible à Voilà, la cause en fonction de sa sensibilité, etc. Et en fait, bah oui, ce qu'on appelle la politique, c'est d'ouvrir ce champ-là. Bah oui, moi je m'intéresse à un truc, mais en fait, c'est bien d'élargir ça. Je découvre aussi d'autres champs. Oui, parce qu'après, une fois qu'on s'est retrouvés, a commencé donc, en novembre 2018 le mouvement des Gilets jaunes. Auquel j'aurais été sensible, mais peut-être moins investie. Et donc, grâce à Germaine, je l'ai accompagnée en manif parce qu'il fallait que quelqu'un l'accompagne. Et puis, j'ai pris goût, effectivement, à rencontrer ces gens qui composaient les Gilets jaunes, qui étaient en fait le peuple qui travaille, qui a un travail et qui n'arrive plus à vivre de son travail. Donc, effectivement, c'était déjà une cause relativement universelle, puisque normalement, elle pouvait quand même concerner tout le monde, à part ce qui reste de la classe moyenne, qui est peut-être 3 000 € par mois, qui ne se rendent pas compte que la vie est de plus en plus chère. Voilà, donc mais sinon, la plupart des gens ont du mal à bouffer leur fin de mois et voilà, et pourtant ces gens-là travaillent. Donc là, il y avait déjà aussi un vrai problème, peut-être pas directement de démocratie, mais en tout cas qui relevait, on va dire, de la guerre économique. Moi, je considère que c'est presque une guerre, en tout cas une agression contre le peuple, de ne pas lui donner les moyens
pouvoir vivre de son travail, quoi. Donc en fait le film suit l'espace-temps du GCO. Donc en fait il commence à l'automne 2018 au moment où on commence le chantier et il finit même au-delà il finit en fait le film en 2023, mais pratiquement les dernières images du film c'est la seule fois où Germaine et moi on emprunte le GCO pour pouvoir faire ces images, pour pouvoir montrer l'inauguration de cette route donc en fin 2021 et le moment où on l'emprunte quoi et voilà, donc je continue de la filmer en 2022 et un tout petit peu en 2023, mais grosso modo, c'est sur cet espace-temps de la construction de cette autoroute en réalité. Mais je remonte même jusqu'aux images de notre rencontre et aux images de 2009. Donc en réalité, c'est toute une fresque de notre pays, des différents combats et de l'actualité en fait du pays pendant 20 ans, pendant toute cette amitié avec Germaine. Effectivement, après, il y a eu la réforme des retraites. Et puis ensuite est survenu le Covid, donc là, on était aussi un petit peu bouleversés. En fait, on était bouleversés dans nos habitudes parce que les manifs étaient interdites, on ne pouvait plus y aller. Et puis à ce moment-là, il y a eu aussi un sursaut citoyen de ma part et puis de la part de beaucoup de jeunes aussi qui ont contesté cette restriction des libertés. Et c'est toutes ces histoires un petit peu suspectes on pouvait faire des conflits d'intérêts entre certains médecins qui prenaient la parole dans les médias et leur lien avec l'industrie pharmaceutique. Et à quel moment, alors si, je voudrais savoir comment ce film, on peut le voir au cinéma, dans toutes les salles ou pas? Dans les salles que j'ai réussi à contacter pour les convaincre de programmer le film, grâce à l'appui de certaines associations, donc soit Écolo, soit Gilets jaunes, soit d'autres mouvements anti-pass et autres, qui soutiennent le film, qui sont intéressés de le voir. Et donc comme ça me permet de convaincre les exploitants de cinéma de programmer le film, parce qu'ils savent que derrière, il va y avoir un public qui va venir le voir. Donc moi je fais le travail de diffusion pour rentrer surtout en premier lieu en contact avec toutes les associations et collectifs qui sont intéressés à travers les thèmes qui vont figurer dans le film, qui sont intéressés pour le voir. Donc soit j'organise les projections directement avec eux dans une salle que eux vont louer ou se faire prêter ou même chez l'habitant, pourquoi pas, tout est possible. Voilà, moi j'ai fait le matériel chez associatif avec Final. Voilà, un tiers-lieu. Avec un lieu, parce que moi je suis toujours des tiers-lieux, avec un débat. Moi j'ai aimé ça, j'ai découvert un peu les positions des gens qui étaient là. C'est très intéressant. Voilà, oui, pour faire connaître le film, j'anime le débat, je suis présente au moment de la projection. En général, ça intéresse les gens de pouvoir justement poser des questions, de débattre après le film. Donc pour lancer aussi, faire connaître le film, c'est bien que j'assiste à toutes les projections. Et puis, quand l'information sera un peu plus passée, qu'il puisse aussi y avoir des projections sans que j'ai besoin de me déplacer parce que j'ai beaucoup d'autres choses dans ma vie. Donc c'est possible dans toute la France, il suffit de me contacter à travers l'association qui a porté le film, qui s'appelle Human Prod. On peut co-organiser des projections n'importe où en se mettant d'accord sur les conditions et puis ensuite que je puisse envoyer le film. Ou sinon, là, il y a déjà un planning de fait. Il y a déjà un planning de fait, là je fais des projections autour de mon lieu de résidence, donc le Grand Est on va dire. Dans le Grand Est, je peux me déplacer. Et j'ai aussi prévu toute une série de projections en septembre, puisqu'en fait j'ai prévu je suis programmée dans un événement qui s'appelle l'Université d'été rassemblante, qui aura lieu autour de Castres. Et comme j'ai eu cette programmation déjà qui a été faite au mois de mars ou avril, je ne sais plus. Donc à partir de là, je me suis dit que je vais faire toute une petite tournée dans le sud. Donc, je vais descendre vers le sud-est, autour des Bouches-du-Rhône, du Var, et puis après j'irai du côté de Castres et de Toulouse. Bah oui. Voilà, puis on va remonter même jusqu'en Charente, et puis on va rentrer chez nous en passant par la Dordogne, par la Ville. Toutes les dates sont visibles sur la page Hello Asso. Donc si on tape Hello Asso plus le titre du film, on trouve la page qui m'a servi à faire la cagnotte pour produire le film et qui est encore d'actualité, qui est en fait ce qui me sert de site internet. La cagnotte est toujours ouverte, on peut continuer de soutenir le film. Parce que moi j'ai été entièrement bénévole en tant que réalisatrice pour pouvoir payer les autres postes, les techniciens qui ont arrangé l'image et le son, la personne qui a fait les dessins aussi, les petits dessins d'animation qu'il y a dans le film. Donc pour pouvoir payer tout ça, plus les droits d'image et les droits de musique. Donc j'ai pas pu me payer moi. Autoproduit complètement. J'ai autoproduit et je ne me suis pas payée en tant que réalisatrice, donc c'est pour ça qu'on peut continuer à soutenir la réalisation du film, la diffusion, parce que je travaille aussi tous les jours à la diffusion pour trouver des dates de projection et que les gens puissent voir le film. Je mettrai tout en barre de dans la description, tu verras. Donc le site se passe sur était hébergé par Hello Asso, ça me permet de laisser ouverte la cagnotte et de faire figurer toutes les informations qui intéressent le public, les extraits du film, la bande-annonce, les dates de projection. Et donc c'est un lieu
si un lieu a envie de projeter ton film, enfin que tu viennes, contacte. Voilà, ils trouvent sur cette fameuse page Hello Asso le mail de l'association auquel je réponds pour préparer les projections. Et alors, tu habitais, je crois, en pleine ville, à Strasbourg. Voilà, donc quand j'ai retrouvé Germaine avec cette histoire d'autoroute, j'habitais toujours Strasbourg. Et c'est vrai que petit à petit, d'avoir vu comment on a massacré la nature pour cette route, et de réaliser qu'en fait c'est aussi les modes de vie citadins et modernes qui contribuent à faire croire qu'on a besoin de toujours plus de routes, d'infrastructures, de cette vie moderne qui va si vite, où on veut absolument la technologie pour aller encore plus vite. C'est tout un ensemble de croyances qui crée ce mode de vie. Et en fait, ça m'a donné envie de déménager à la campagne. Puis c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de le faire grâce à, en partie, mes économies, en partie aussi une partie d'héritage qui provenait de mes grands-parents, que ma mère donc a accepté de me léguer à moi et à ma sœur. Et cette somme a permis d'arriver tout juste au premier prix des fermes qui étaient à rénover dans la région. Parce que selon les régions, c'est pas toujours les mêmes prix. L'Alsace est très chère parce que c'est une zone frontalière, la Côte d'Azur est très chère parce que c'est une pas mer. Et dans la diagonale du vide, les prix sont beaucoup plus accessibles. En tout cas, voilà, à partir de 30 000 €, on peut trouver, puis dans la Creuse, c'est encore moins cher, des fermes à rénover où par contre il y a beaucoup de travail. C'est pour ça que heureusement mon ami. Donc là, c'est aussi un projet de vie avec donc, ton compagnon. Oui. Hein, donc cette ferme qui a un potentiel extraordinaire, qui est très agréable. En face de moi, j'ai 2 chevaux là, magnifiques. On est au vert, on a de la place. C'est magnifique, c'est vraiment très sympa. On a accès aux petits producteurs qui vendent des produits, voilà, parce que moi j'aime bien manger le plus naturel possible. Germaine m'a tellement parlé des pesticides et de tout ce que l'agriculture conventionnelle met dans les sols et sur les produits que j'ai été amenée Ça a ouvert ta conscience à manger naturel le plus possible. Ouais. Donc voilà, plus comme les gens ici ont un peu le même mode de vie, et puis qu'on n'est pas forcément très près des supermarchés bio, ça a aussi donné envie de monter une épicerie associative, un projet collectif. Donc voilà, il y a plein d'associations, il y a plein d'initiatives qui permettent de créer des alternatives, et puis surtout de construire ensemble, donc d'apprendre à se connaître et de créer des liens avec les gens qui sont. C'est ce que je découvre. Hein. Moi, ça fait à peu près un mois que je suis dans les Vosges, en Lorraine, et je découvre un tissu, un maillage de solidarité, d'AMAP, de producteurs qui vendent, et de tiers-lieux. Il y en a. Je pourrais encore rester 4 mois ici. Je pense que j'aurai plein de personnes à rencontrer. C'est très très riche. Et c'est vrai qu'il y a aussi tous les maraîchers bio du secteur sur le ravitail, chez qui on se ravitaille, sont des jeunes couples maintenant qui viennent de se lancer. Voilà. On est passé aussi d'une génération à une autre, mais il y a beaucoup de gens comme nous qui aspirent à vivre effectivement plus isolés, au vert, et qui arrivent à trouver des métiers, des activités qui leur permettent de vivre aussi ici. Et même des gens de la ville, qui sortent, qui en ont marre de cette vie-là. Moi, j'en rencontre beaucoup. Et en fait, c'est pas des gens forcément d'ici, d'ailleurs, à l'origine. Dans le Var, dans le Sud, c'est pareil. Ouais. C'est des gens qui en fait n'avaient plus de sens du tout dans ce qu'ils faisaient, qui ont tout arrêté et qui se sont dit, en fait, c'est pas de quoi. On a de nature, de ceci, de cela, et qui rachètent et qui on fait pas le même métier que vous savez, hein. Et donc ils vont se lancer dans la production de chèvres, de plein de choses, et ça marche. On a tous les producteurs représentés, et comme tous les gens comme moi allons au marché pour trouver ces produits-là, effectivement ils arrivent très bien. Ça me redonne confiance parce que ça veut dire que toutes ces campagnes en fait vont revenir par toutes ces initiatives, ces écolieux, ces tiers-lieux. Il y a tout un écosystème qui se crée, et très enthousiasmant. Oui, parce qu'on commence par à se ravitailler pour avoir des produits alimentaires, après pour avoir aussi des services ou des fêtes, des animations, voilà, peut-être une école alternative, peut-être une maison de retraite alternative. Enfin, voilà, je pense que dans tous les secteurs, on a envie d'autre chose, qualité de service qui soit à la hauteur de nos espérances, qui nous permettent aussi peut-être de nous employer les uns les autres, voilà, parce que chacun est dans son rôle, dans ses compétences, et que à partir du moment où il y a une demande, donc on commence petit. C'est un peu comme la June aussi, qui est une mécanisme qui permet de sortir des échanges en euros, avec tout ce que ça implique, de servir toujours le même système, toujours la même finance, etc. Donc, et la June, c'est représentatif, parce que pour l'instant, les marchés June, ça ressemble un petit peu à une brocante. Moi, j'ai acheté le jus de bissap que tu as vu tout à l'heure au tiers-lieu de Rumianon qui fait presque mon marché June. Il y a de plus en plus de producteurs qui y participent, mais si demain,
Mon métier n'est pas forcément le plus recherché, le plus utile. Moi, je peux proposer quand même des portraits de famille, des portraits d'anciens, peut-être des films de mariage, voilà. Bon, mon ami, lui, il a des compétences qui sont beaucoup plus recherchées parce qu'il pourrait par exemple réparer de la voiture, il pourrait par exemple réparer de la plomberie, des choses comme ça. Voilà, plus il y a de métiers qui sont représentés et qui participent à ce système June, eh ben, plus ça va nous permettre de sortir de l'euro. Parce que bien sûr, si on fait juste un petit marché du dimanche de temps en temps, ça ne va pas nous permettre de sortir, de changer notre quotidien, de sortir du système. Mais si tout d'un coup, il y a le boulanger, il y a le paysan, il y a le garagiste, et que tous les services dont on a besoin sont représentés dans la June, ben, on peut sortir du coup. Voilà, et pour toutes les alternatives qu'on essaye de créer, c'est pareil. Donc pour l'instant, on commence petit. Il faut donner beaucoup de son temps, il faut être bénévole forcément, parce que si on commence, c'est comme quelqu'un qui commence son entreprise indépendante ou son entreprise, il ne se paye pas au début. Donc voilà, il fait beaucoup de choses bénévoles et au fur et à mesure, ça fonctionne. Ben, là, c'est pareil. Et dans un premier temps, on le fait de façon tout à fait volontaire et dans la bonne humeur. On est très content de le faire parce que dans un premier temps, on cherche aussi à se faire des amis dans ce coin qu'on ne connaît pas, qu'on découvre, et travailler ensemble, essayer de créer une association, d'avoir un projet alternatif ensemble. Ben, il n'y a rien de tel pour se connaître, pour créer des liens très forts. Parce que dès qu'on a fait une journée de chantier participatif chez un ami, tous les gens avec qui on a passé cette journée, ben, c'est des liens très forts. Demain, on se recroise, on est aussi presque amis, quoi. C'est ça le nouveau monde. Moi, je le vis vraiment. Parce que là, je suis en train de me faire des amis partout. Et ça me bouleverse, donc c'est beau. Ouais. Et je crois que le système a tout fait pour disloquer les liens sociaux, le tissu social, même en ville, etc., en créant ces zones commerciales. Mais il est encore plus fort ici, vraiment. Voilà, et finalement, la priorité partout, c'est d'abord se faire des amis, d'avoir des liens, parce que sans lien, on n'est rien dans la vie. Donc voilà, de cultiver ces liens, de soigner ces liens, c'est vraiment devenu une priorité. Et voilà, et d'essayer de vivre avec le moins d'argent possible, même si on a de l'argent, qu'on arrive à gagner de l'argent avec des métiers qu'on a choisis, avec même des passions. Alimenter, en fait. D'alimenter aussi le moins possible et de vouloir aussi garder du temps pour soi, d'avoir pas besoin de passer 8 ou 10 heures par jour à travailler dans sa vie, mais de pouvoir aussi consacrer 2 heures à faire une balade en couple, parce qu'on veut soigner aussi son couple, de garder du temps pour soi, d'être en contact, profiter de la nature avec qui on a enfin. Et regarder les chevaux, tout simplement, de rien faire. Sur ce banc. Et de redécouvrir, et c'est là où on arrive sur aussi la crise peut-être spirituelle qu'on est en train de vivre, parce que tout est lié, et on sent bien dans l'air aussi que les gens recherchent une autre qualité de vie, mais recherchent aussi un contact avec eux-mêmes privilégié, parce que dans ce contact, en fait, on redécouvre la nature humaine. On redécouvre qu'en fait, on n'est pas juste des robots ou des sacs de patates qui avons besoin de résoudre des questions matérielles. L'existence est beaucoup plus riche et profonde que ça. Et ça demande que chacun puisse avoir ce temps avec lui-même pour vivre, pour l'expérimenter en fait. Et retrouver du sens. Tout à fait. À sa vie. Tout à fait, parce que les gens qui sont en burn-out, ils ont besoin de pouvoir reconstruire ce qu'ils ont envie de faire, où ils en sont, comment ils ont évolué. Chaque jour on évolue. Et plus on cultive cette philosophie, plus on arrive effectivement à trouver du sens. Et à trouver du sens même à l'horreur, quoi. C'est pour ça que dans le film on parle de Goliath, on explore plusieurs de ses méfaits. On arrive à en rigoler aussi avec Germaine, parce que quand on a un lien de qualité, on ne se laisse pas aller, on fait tout pour garder le dessus, et l'humour ça nous aide aussi à garder le dessus sur les événements. Mais c'est vrai qu'avec le recul on se dit toutes ces horreurs que Goliath a affronté, a organisé et qu'on a été obligé malheureusement de vivre, c'est peut-être aussi un mal pour un bien, c'est-à-dire que grâce à ça on va réussir vraiment, je pense, à reconnecter à tout notre pouvoir, à toute notre dimension d'être humain qui est beaucoup plus large, profonde et puissante que ce qu'on a cru jusqu'à maintenant. Et on en a des capacités. Donc autant on a des crises dans nos vies individuelles, autant sur le plan collectif, je pense que c'est le même processus. Et on est là vraiment au fond du burn-out mondial, je pense. Ouais. Est-ce qu'on peut parler, tu as certainement des projets, puisque là tu montres ton film partout, mais je sais très bien, j'imagine que tu as des projets. En cinéma documentaire, on laisse jamais passer une bonne opportunité. Et donc dès qu'on s'est installé ici, j'ai tout de suite eu aussi un lien très fort avec une autre mamie, mais cette fois-ci bien rurale, qui est née ici, qui a grandi ici, qui s'appelle Paulette, qui fête ses 89 ans début juin. Là, on va fêter nos anniversaires ensemble. Et on s'entend très bien
je peux pas encore être sûre à 100% qu'il y a un film à faire, parce que c'est vrai que le documentaire se construit aussi beaucoup au montage, en fonction des événements qu'on peut pas toujours commander ou mettre en scène, puisqu'on fait avec le réel. C'est ce qui m'a toujours passionné ici avec le documentaire, c'est qu'on a cette magie du réel, du hasard, de l'univers qui met en fait en scène ce qui se passe et ce qu'on va pouvoir filmer. Donc pour l'instant, je sais pas encore quelle va être vraiment l'intrigue du film. Est-ce que ça va être autour de sa fin de vie et de comment elle va l'organiser? Est-ce que son petit-fils va revenir s'occuper d'elle comme il avait peut-être évoqué de le faire? Ou est-ce que ça va parler peut-être juste de notre amitié, une néo-rurale contre une ancienne rurale, et de cette amitié transgénérationnelle aussi? L'espace-temps avec Colette, c'est aussi l'espace-temps de notre installation ici et de notre début de nouvelle vie ici. Donc je pense que ça va aussi beaucoup parler là, au public de ta chaîne aussi, à tous les gens qui aspirent un petit peu à changer de vie. Je pense que ça va aussi parler de ça. On verra alors. Hein. Ouais, bah oui, j'espère. Ouais. Bon, autre chose à dire? Merci à toi qui fait cette belle aventure et qui inspire les gens pour leur donner envie de... Des gens inspirants, les acteurs du monde en devenir. C'est possible de changer de paradigme. Moi, par exemple, normalement, les réalisateurs documentaires travaillent beaucoup avec les télés, puisque les télés préachètent les films, et ça permet d'employer toutes les subventions habituelles dans le milieu. Et moi, j'ai choisi de faire mon film hors système, et grâce au public, grâce à plusieurs dizaines de contributeurs, presque une centaine de contributeurs qui ont permis d'apporter la contribution financière qui a permis de faire le film, et voilà, et grâce au système alternatif, aux gens qui permettent de faire aussi une information alternative aussi comme tu fais, ça permet de passer. C'est possible. Merci beaucoup Gladys. Merci à toi Nanous. Elle s'appelle Germaine Schell. À 77 ans, elle n'est pas si vieille. Cette Alsacienne au rouge si beau et son fidèle drapeau. On rejoint la caravane, direction Damas. Elle nous emmène avec elle dans un no man's land de merveille. Quand elle me tient la main, là sur les chemins tortueux du Proche-Orient, j'avance en souriant sous le soleil, 50 degrés. C'est ce qui commence à s'échauffer. À quoi bon espérer encore qu'on va entrer? Les gens ne se font plus confiance, parfois ça frise la démence. Des unis et des abusés, si près du but, déjà blasés. Oh. La caravane, c'est du passé. Israël ne nous laissera pas passer. Et ben voilà Germaine, Oui. Maintenant, c'est à vous de parler aux jeunes. Qu'est-ce que vous voulez leur dire aux jeunes? Vous devez parler aux jeunes. Oui. Allez-y, vous pouvez leur dire ce que vous voulez. Allez, jeunesse de France, révoltez-vous, ne vous laissez pas faire, parce qu'on va vous soumettre à une pauvreté que vous seriez encore obligés de demander un morceau de pain à ces multinationales qui sont en train de nous écraser et écraser l'Afrique où ils ont tout pris à ces Africains. Révoltez-vous, faites attention parce que c'est devant votre porte. Si vous risquez encore de leur demander en priant d'avoir un morceau de pain, attention, faites attention. Tout ça, ça peut vous arriver. Continuez votre combat. Ne vous laissez pas endoctriner par cette mafia de capitalistes qui sont là pour écraser le peuple. Voilà. Merci Germaine. Ça va. Je sors quelque chose, hein. Et c'est la vérité. C'est la vérité.